Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Avez-vous déjà eu l'impression de n'être qu'une ombre silencieuse dans votre propre maison? Un visage familier que l'on ne voit plus vraiment? Une présence dont le sacrifice est devenu une simple habitude? Aujourd'hui, je veux vous raconter l'histoire de Marie, une femme qui a été méprisée et oubliée dans son propre foyer, mais qui a retrouvé sa véritable valeur. Cette histoire nous rappelle que notre valeur ne dépend jamais de l'approbation des autres. Dites-moi, d'où nous écoutez-vous aujourd'hui? J'aimerais beaucoup savoir quel âge vous avez et où vous vous trouvez en ce moment même, en regardant cette vidéo. Je n'oublierai jamais la soirée où ils ont ri de moi. Ce n'était pas un rire rempli d'amour ou de chaleur, mais un rire aigu, comme du verre qui se brise. Et chaque éclat semblait dirigé droit sur moi. Avant de vous raconter ce qui s'est passé, laissez-moi vous emmener dans une vieille bastide en Provence, baignée de soleil, où les murs de pierre gardent les secrets de plusieurs générations. C'est là que vit Marie. Et c'est là que notre histoire commence. Ce soir-là, le son du rire n'aurait jamais dû me blesser aussi profondément. Pas ce rire chaleureux qui emplissait la salle à manger quand Pierre, mon mari, était encore en vie et que les enfants étaient petits. Non, ce rire-là était acéré, méchant, et il me visait directement. Mes propres enfants, Julien et sa femme Sophie, étaient assis là, devant les assiettes que j'avais mis des heures à préparer, trinquant et chuchotant derrière leurs serviettes, comme si je ne pouvais pas entendre. Mais j'entendais tout. « Elle ne tiendra pas l'année », murmura Sophie avec un sourire en coin, sa voix portant juste assez pour que les autres puissent l'entendre. « Regarde sa canne, elle peut à peine traverser la pièce sans vaciller. » Les mots m'ont piqué, mais ce qui m'a brûlé le plus, c'est d'entendre mon propre fils, Julien, ricaner à ses côtés. « Ne t'inquiète pas, la maison sera bientôt à nous », a-t-il répondu, comme s'il était tout à fait naturel de mesurer ma valeur en briques et en poutres. Je serrai ma canne sous la table, mes jointures devenant blanches. Cette canne en bois sculpté, un cadeau de Pierre, était devenue une compagne fidèle après une chute qui avait affaibli ma hanche. Elle était censée m'aider à garder l'équilibre, pas à devenir le sujet des blagues cruelles de ma propre famille. Puis, comme pour remuer le couteau dans la plaie, mon petit-fils, Léo, à peine adolescent, s'est levé et a commencé à m'imiter. Il a courbé le dos, traîné les pieds et tapoté un bâton imaginaire contre le sol. Les rires ont fusé autour de la table. Sa mère, Sophie, a applaudi en disant « Tu vois, il est tout comme sa grand-mère ». C'est à ce moment-là que ma poitrine s'est serrée. Non pas de faiblesse, mais parce que j'ai réalisé que leur venin s'était infiltré jusqu'à la nouvelle génération. Mes petits-enfants apprenaient à rire de moi, pas avec moi. J'ai tenté de racler ma gorge, espérant ramener un peu d'ordre, leur rappeler que j'étais toujours là, encore capable de parler. Mais avant que je puisse prononcer un mot, mon fils a fait un geste dédaigneux de la main. « Maman, assieds-toi avant de tomber. Ne te mets pas dans l'embarras. Mettre dans l'embarras. » Moi, la femme qui lui avait donné la vie, qui avait veillé d'innombrables nuits quand il était malade, qui avait cumulé 2 emplois après la mort de son père, juste pour qu'il puisse aller à l'université. Et maintenant, dans ma propre maison, j'étais réduite à une nuisance. Je me suis rassise, le visage calme, mais le cœur battant à tout rompre. Je n'ai rien dit. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est durci. Il me croyait trop vieille, trop faible, trop proche de la fin pour avoir encore de l'importance. Il pensait que cette canne me rendait fragile. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que chaque mot cruel attisait un feu que je n'avais pas senti depuis des années. Le dîner s'est poursuivi avec leurs conversations futiles. Sophie parlait des nouveaux rideaux qu'elle voulait quand on refera cet endroit. Mon fils hochait la tête, comme si la maison était déjà la leur. Mes petits-enfants demandaient quand ils pourraient s'installer dans la chambre de grand-mère. Et moi, j'étais juste assise là, tenant ma fourchette dans une main et ma canne dans l'autre, me forçant à mâcher chaque bouchée, comme si de rien n'était. Mais dans mon esprit, j'étais déjà ailleurs, planifiant, calculant, me remémorant chaque sacrifice que j'avais fait pour ceux-là même, qui se moquaient de moi. Je pensais à mon mari, que son âme repose en paix. Il avait toujours dit que j'étais plus forte que je ne le pensais, que j'avais une colonne vertébrale d'acier cachée sous des mots doux et des mains bienveillantes. « Ne les laisse pas te traiter comme si tu étais déjà parti », m'avait-il dit un jour, alors que je m'inquiétais d'être un fardeau. Ces mots résonnaient en moi cette nuit-là. La vérité, c'est qu'il m'avait déjà rayé de la carte, comme si j'étais morte et enterrée. Mais je n'avais pas dit mon dernier mot, loin de là. Quand les assiettes ont été débarrassées et que les rires se sont transformés en tintements de verre à vin, je me suis discrètement éclipsé. Personne n'a remarqué.
Personne n'a demandé si j'avais besoin d'aide. J'ai monté les escaliers lentement, chaque marche douloureuse, chaque pas me rappelant ce corps qui avait vieilli, mais qui n'était pas vaincu. Dans ma chambre, je me suis assise au bord du lit, fixant la canne appuyée contre la table de chevet. Il la voyait comme un symbole de faiblesse, mais pour moi, cette canne représentait autre chose. La survie. La preuve que j'avais trébuché, mais que je n'étais pas tombé. Et alors que j'étais assise là, dans le silence de ma chambre, entendant leur rire étouffé en bas, je me suis murmuré « Ils pensent que je ne tiendrai pas l'année. On va voir comment ils se débrouilleront quand je serai toujours là. » Mais que la maison, elle, ne le sera plus. Je ne connaissais pas encore toutes les étapes du plan, mais je savais une chose. Je ne laisserai pas leur cruauté être le dernier chapitre de ma vie. Ils s'étaient moqués de moi, m'avaient sous-estimé et m'avaient dépouillé de ma dignité à cette table. Ils pensaient se préparer à hériter. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que je venais d'hériter d'une nouvelle forme de force et que j'étais sur le point de m'en servir. Wow, 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 wow. La maison était silencieuse le lendemain matin, du moins pour un temps. J'étais dans la cuisine, me versant lentement une tasse de tisane, quand j'ai entendu des voix venant du salon. Je pensais que les enfants étaient déjà partis. Mais j'ai reconnu le ton. Bas, pressé, conspirateur. J'ai posé ma tasse et je suis resté parfaitement immobile, veillant à ne pas laisser ma canne taper contre le carrelage. Une fois qu'elle ne sera plus là, on abattra ce mur pour ouvrir l'espace, disait mon fils. Sa voix était pleine d'excitation, comme autrefois quand il parlait de nouveaux projets ou de vacances, mais maintenant, il s'agissait de ma maison. La cuisine est démodée de toute façon, et Sophie veut un grand cellier. On en fera enfin notre chez nous. Une fois qu'elle ne sera plus là, avait-il dit. Pas quand maman décidera de déménager. Pas si elle choisit plus petit. Non, une fois partie. La voix de Sophie a suivi, douce comme de la soie et 2 fois plus tranchante. Elle est têtue, mais une autre chute, et on aura les papiers prêts. Ce n'est qu'une question de temps. Les maisons de retraite sont plus sûres pour quelqu'un comme elle, de toute façon. J'ai agrippé le bord du comptoir si fort que ma main a tremblé. Il n'attendait pas seulement. Il planifiait, comptait les jours, parlant de ma vie comme si elle était déjà terminée. De ma maison, comme si elle était la leur. Un instant, j'ai senti mes genoux faiblir. Puis, quelque chose a cédé en moi. Je suis sorti dans le couloir, m'appuyant lourdement sur ma canne, et j'ai laissé ma voix transpercer leur manigance. Alors, c'est ce que je suis pour vous ? Ai-je demandé, mon ton stable, bien que ma poitrine me brûlât. Un acte de propriété qui attend d'être signé ? Une maison que vous avez hâte de vider et de repeindre ? Ils se sont figés. Les yeux de mon fils se sont écarquillés, pris sur le fait. Sophie s'est reprise la première, croisant les bras et penchant la tête. « Maman, tu ne devrais pas écouter aux portes. Tu vas te faire mal. Ne déforme pas les choses. » Ai-je lancé, ma voix plus acérée qu'il ne l'avait entendue depuis des années. J'ai tout entendu. Je marche peu, être avec une canne. Mais je ne suis pas sourde. Je ne suis pas aveugle, et je ne suis certainement pas parti. Mon fils a essayé d'adoucir le ton avec ce faux calme qu'il utilisait toujours quand il pensait que j'étais trop émotive. « Maman, tu interprètes mal. On est juste réaliste. Tu ne peux pas emporter la maison avec toi. C'est trop pour toi à gérer. On essaie de s'assurer que tout soit prêt. » Prêt ? Ai-je aboyé ? Vous êtes prêt à ce que je meure. C'est ça qui vous laisse dire. Le silence qui a suivi était plus assourdissant que tous les rires de la veille. Ma canne a tapé une fois contre le parquet, un son délibéré, résonnant. Sophie a eu un rire froid, secouant la tête. Tu exagères toujours. On essaye seulement de tirer le meilleur parti des choses. Honnêtement, c'est égoïste. S'accrocher à une maison que tu ne peux pas gérer alors qu'elle pourrait enfin être bien utilisée. Ce mot « égoïste » a failli me faire rire. Moi, la femme qui leur avait tout donné, qui avait gardé un toit sur leur tête, qui avait payé leurs études, qui avait sauté des repas certains soirs pour qu'ils ne manquent jamais de rien. J'ai regardé mon fils droit dans les yeux. « Dis-moi », ai-je dit, ma voix devenant basse. « Te souviens-tu des nuits où je suis restée assise près de ton lit quand tu avais de la fièvre, murmurant des prières? Te souviens-tu comment j'ai fait des doubles journées pour que tu puisses obtenir ton diplôme sans dette? Te souviens-tu qui s'est sacrifié pour que tu puisses avoir cette vie? » Il s'est agité, mal à l'aise, les yeux rivés au sol. Mais Sophie n'a pas scié. Le passé, c'est le passé.
Tu ne peux pas continuer à l'utiliser comme un moyen de pression. Tout le monde finit par passer à autre chose. Finalement, ai-je répété, laissant le mot en suspens. Oui, tout le monde. Mais je ne suis pas encore parti. Et tant que je respirerai, vous feriez mieux de vous souvenir à qui appartient cette maison. Pour la première fois, j'ai vu une lueur de colère dans les yeux de mon fils. Pas de la culpabilité, pas de la honte, mais de la colère que je lui ai rappelé la vérité. Sa mâchoire s'est crispée. « Tu ne pourras pas continuer comme ça éternellement, maman. On trouvera une solution. Essayez. » ai-je dit, la canne tapant une fois de plus alors que je retournais vers la cuisine. « Allez-y. » Et ça y est. Je n'ai pas attendu leur réponse. J'ai laissé le silence peser derrière moi, comme la poussière qui retombe après une tempête. Ma tisane avait refroidi, mais je m'en fichais. Quelque chose en moi avait changé. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai fixé le plafond et j'ai de nouveau pensé à mon mari. Il aurait été furieux de voir comment son fils me parlait. Il m'aurait dit de ne pas me laisser faire. Et j'ai réalisé que je ne le pouvais pas. Je n'allais pas mendier le respect. Je n'allais pas espérer qu'il retrouve la raison. J'allais prendre le contrôle d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. S'ils pensaient que j'étais trop faible pour me défendre, ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils avaient tort. Le lendemain matin, je ne me suis pas attardé au petit déjeuner. Je n'ai pas attendu que la maison se remplisse de chuchotements ou de sourires narquois. J'ai enfilé mon plus beau manteau, celui dont mon mari disait toujours qu'il me donnait l'air d'une femme d'affaires. Et je suis parti avant que quiconque puisse m'arrêter. Ma canne cliquait fermement contre le trottoir, tandis que je marchais vers l'arrêt de bus, chaque coup alimentant ma résolution. Je n'allais pas m'effondrer, j'allais me battre. Et je savais exactement par où commencer. Outa! Wedville. Maître Bernard était notre notaire de famille depuis plus de 30 ans. Il était là quand mon mari et moi avons acheté la maison, quand nous avons rédigé notre premier testament et même quand nous avons créé une fiducie pour les études des enfants. Il m'avait accompagné à travers le deuil, la paperasse et d'innombrables signatures. Il connaissait mon histoire et il connaissait ma force. Quand je suis entré dans son étude, il a levé les yeux de son bureau et m'a souri chaleureusement. « Marie », dit-il en se levant pour m'accueillir. « Cela fait bien trop longtemps. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ?» Je me suis assise, appuyant ma canne contre le fauteuil. Mes mains tremblaient légèrement, non pas à cause de l'âge, mais à cause de la tempête qui faisait rage en moi. « Maître Bernard, je dois tout changer. » ai-je dit, ma voix ferme. Le testament, la maison, l'avenir, tout. Ses sourcils se sont haussés. Tout. Je lui ai raconté le dîner, les rires, les chuchotements que j'avais surpris. Mon fils parlant de rénovation. Sophie planifiant mes funérailles en tout, sauf en mots. Je pouvais voir la mâchoire de Maître Bernard se crisper pendant qu'il écoutait, son stylo tapotant doucement contre son bloc-notes. Quand j'ai fini, il s'est adossé à son fauteuil, les yeux plissés, pensif. « Vous leur avez tout donné, Marie, et c'est ainsi qu'ils vous remercient. Ils pensent que je suis déjà morte, et je dis sèchement. Alors, donnons-leur un choc. Je veux que ce soit blindé. Pas un centime pour eux, pas un seul héritage, rien. » Il m'a étudié un instant, cherchant peu, être une hésitation, mais j'ai soutenu son regard, imperturbable. « En êtes-vous certaine ?» a-t-il finalement demandé. Des décisions comme celle-ci, on ne peut pas revenir en arrière, une fois que, j'en suis certaine, l'ai-je coupé. Ils se sont moqués de moi dans ma propre maison. Ils ont parlé de ma mort comme si c'était une fête à attendre avec impatience. Je préférerais voir des étrangers hériter plutôt que de leur laisser un centime. Maître Bernard a esquissé un petit sourire, presque malicieux. Alors nous ferons en sorte qu'il leur soit impossible de toucher à quoi que ce soit. Pendant les 2 heures qui ont suivi, nous avons travaillé, préparé les documents, les signatures. Il m'a expliqué chaque clause, chaque condition. Nous avons structuré les choses de manière à ce que les actifs soient bloqués dans une fiducie, au profit d'une association caritative locale que j'admirais, avec des clauses de manière à ce qu'aucune contestation de la famille ne puisse l'annuler. Alors que je signais la dernière page, la main ferme, Maître Bernard s'est penché en avant. « Vous savez, dit-il, cela les frappera plus durement que n'importe quelle réprimande à table. » J'ai laissé échapper un rire amer. Tant mieux. Ils voulaient compter les jours qu'il me restait. Voyons comment ils compteront leurs sous à la place. Mais je n'avais pas fini. Et la maison ? Ai-je demandé. Ils se la sont déjà appropriée dans leur esprit. Ils pensent qu'elle est à eux. Elle est toujours à votre nom, m'a-t-il rappelé. Vous pouvez la vendre quand bon vous semble.
Et si vous voulez de la discrétion, nous pouvons organiser la paperasse tranquillement. Le temps qu'ils s'en rendent compte, il sera trop tard. Trop tard. Ces mots m'ont réchauffé comme un rayon de soleil après une tempête. J'ai hoché la tête. Faites-le. Préparez les papiers. Je veux que tout soit prêt d'ici un mois. Maître Bernard s'est penché en arrière, m'étudiant avec une sorte d'admiration que je n'avais pas vue depuis des années. Vous savez, Marie, la plupart des gens dans votre situation se contentent d'accepter. Ils baissent les bras. Ils se convainquent que la famille reste la famille, peu importe sa cruauté. Mais vous, il a secoué la tête avec un sourire. Vous avez toujours cette force en vous. Je l'ai toujours su. J'ai ramassé ma canne, la saisissant fermement. Il pensait que cette canne me rendait faible. Montrons-leur qu'elle me rend stable. En quittant son étude, le soleil semblait plus éclatant sur mon visage. La colère était toujours là, mais elle était différente maintenant, canalisée, affûtée, dotée d'un but. Il ne s'agissait pas seulement de vengeance. Il s'agissait de dignité, de leur rappeler que je n'étais pas un meuble à mettre de côté. J'étais toujours leur mère, leur aînée, la femme qui avait bâti les fondations sur lesquelles ils se tenaient maintenant. Et bientôt, ils apprendraient à quel point ils avaient eu tort de se moquer de moi. Tao. La première boîte que j'ai faite a été la plus difficile. Ce n'était pas seulement des vêtements ou des bibelots. C'était des souvenirs. Les vieilles chemises en flanelle de mon mari qui sentaient encore faiblement son eau de Cologne. Les albums photos que j'avais feuilletés les soirs de solitude. La montre qu'il avait portée tous les jours pendant 30 ans, rayée, usée, mais inestimable pour moi. J'ai emballé chaque objet avec soin, presque cérémonieusement, avant de les mettre de côté. Le reste, les meubles, la vaisselle, les décorations, tout cela n'était qu'un poids, et j'étais prête à alléger la charge. Alors que j'empilais les cartons dans le couloir, j'ai entendu la porte d'entrée claquer, des pas lourds, puis la voix de mon fils, sèche et exigeante. Qu'est-ce que c'est que tout ça? J'ai levé les yeux calmement. Je fais mes cartons, ai-je dit. Sophie est entrée derrière lui, ses yeux balayant le couloir comme un vautour tournoyant au-dessus d'une proie. Elle a laissé échapper un rire froid. Faire tes cartons pourquoi? Tu te rends enfin à l'évidence? J'ai resserré ma prise sur la canne, pour déménager. Le visage de mon fils s'est crispé. Déménager? Tu ne peux pas décider ça sans nous en parler d'abord. Vous en parlez? Ai-je répété, ma voix s'élevant. C'est ma maison. Mon nom est sur l'acte de propriété. Je n'ai pas besoin de votre permission pour respirer, et encore moins pour déménager. Sophie a ricané, s'approchant. Oh, s'il te plaît, ne fais pas comme si tu contrôlais la situation. Tu peux à peine descendre les escaliers sans t'accrocher à ce bâton. Tu crois que quelqu'un voudra de ce taudis une fois que tu auras fini de clopiner dedans? Ces mots m'ont frappé comme une gifle, mais j'ai refusé de broncher. Au lieu de cela, je me suis retourné et j'ai pris la montre de mon mari, la tenant dans ma paume. Pas un taudis, une maison, et une que vous ne posséderez jamais. La colère de mon fils a éclaté. Il a pointé un doigt vers les cartons. Tu as perdu la tête, maman. C'est une propriété familiale. Papa a construit ça pour nous, pour notre avenir. Tu n'as pas le droit de nous enlever ça. Ton père a construit ça pour lui et moi, ai-je répliqué, ma voix tremblant de colère. Nous avons investi chaque euro, chaque goutte de sueur dans cet endroit. Vous étiez des enfants qui jouaient dans le jardin pendant que nous travaillions pour payer l'hypothèque. N'osez pas réécrire l'histoire. Il s'est avancé, sa voix devenant basse. Si tu continues comme ça, on te fera déclarer inapte. Un juge verra bien que tu ne peux pas vivre seul. Et cette maison sera à nous, que ça te plaise ou non. La menace a plané dans l'air comme un poison. Sophie a souri, clairement satisfaite du coup porté. Mais alors, j'ai souri. Un sourire lent, délibéré, acéré. Essayez, je dis, la canne tapant une fois contre le parquet. Allez-y. Traînez-moi au tribunal et dites à un juge que votre mère est incompétente parce qu'elle choisit de vivre sa vie comme elle l'entend. Dites-leur que vous vous êtes moqué de moi au dîner, que vous avez compté les jours jusqu'à ma mort et que vous avez déjà choisi les rideaux pour une maison qui ne vous appartient pas. On verra jusqu'où vous irez. Son visage est devenu rouge, la fureur bouillonnant sous la surface. Sophie lui a tiré le bras, murmurant quelque chose sur le fait de ne pas gaspiller d'énergie. Mais avant de partir, elle s'est retournée, le venin dans la voix. « Tu te crois maligne, Marie, mais tu ne tiendras pas longtemps et quand tu ne seras plus là, tout sera à nous de toute façon. » Je me suis tenue droite, la canne stable dans ma main. « Non, ai-je dit fermement, quand je ne serai plus là, vous n'aurez rien d'autre que l'écho de votre propre cruauté. » Ils sont sortis en trombe, la porte claquant dans son cadre derrière eux. Je suis resté là un long moment,
le cœur battant, les mains tremblant légèrement. Mais pas de peur, de libération. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas ravalé mes mots. Je ne les avais pas laissés me piétiner. J'avais riposté, et j'avais vu le choc dans leurs yeux. Ils n'avaient pas l'habitude que je tienne bon. En scellant le dernier carton, je me suis murmuré. Ils pensent que je m'éteins. Ils pensent que je suis faible. Mais je n'ai pas fini. Je ne fais que commencer. Et en regardant autour de moi dans la maison, les murs qui avaient abrité des rires, des peines et chaque chapitre de ma vie, j'ai senti quelque chose changer. Les souvenirs seraient toujours miens. Mais la maison était sur le point de devenir la leur, seulement en rêve. Wow, wow. Tan da ta da 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 da. Les papiers sont arrivés plus vite que prévu. Maître Bernard avait agi discrètement, usant de toutes ses relations pour s'assurer qu'il n'y aurait ni retard ni rumeur de la vente avant qu'elle ne soit conclue. Dès la 2e semaine, j'avais un acheteur, un couple d'une 50aine d'années, gentil, respectueux, le genre de personne qui voyait la maison pour ce qu'elle était, un foyer et non un trophée attendu par des vautours. Quand j'ai signé les derniers documents, Maître Bernard a retiré le stylo de mes doigts avec un air de satisfaction. « C'est fait », a-t-il dit. « Le temps qu'il s'en rende compte, l'encre sera sèche et l'argent en sécurité. » J'ai hoché la tête, un sentiment de soulagement m'envahissant. Bien qu'ils s'étouffent avec leur cupidité. Ce soir-là, alors que je pliais mes derniers vêtements dans une valise, la porte d'entrée s'est ouverte avec fracas. Mon fils et Sophie ont fait irruption comme s'ils étaient chez eux, les visages crispés par la suspicion. « On a entendu dire que tu vendais ?» a aboyé mon fils, jetant ses clés sur la table. C'est vrai, je me suis retourné lentement, la canne stable, la voix calme. Ce n'est pas vrai, il a cligné des yeux, la confusion traversant son visage. J'ai laissé le silence s'installer un instant avant d'ajouter. Ce n'est pas vrai parce que c'est déjà fait. La maison est vendue. Sophie a eu le souffle coupé, le sang quittant ses joues. Tu ne peux pas faire ça. C'est à nous. Tu ne peux pas la vendre sous notre nez. À vous ? Ai-je demandé en haussant les sourcils. C'est drôle. Je ne me souviens pas de votre nom sur un seul bulletin de versement. Pas un seul chèque d'hypothèque. Pas une seule facture de réparation. Je ne me souviens pas que vous m'ayez soutenu quand je faisais 2 boulots pour garder ce toit au-dessus de nos têtes. Ce n'a jamais été à vous. Ni avant, ni maintenant. Jamais. Le visage de mon fils est devenu rouge, ses poings se serrant sur ses flancs. Tu perds la tête, maman. C'est de la folie. Tu as besoin d'aide. De l'aide, ai-je lancé en m'avançant jusqu'à ce que le bout de ma canne tape contre le parquet entre nous. Non, ce dont j'avais besoin, c'était de respect. Et à la place, j'ai eu des rires. J'ai eu des chuchotements. J'ai eu mes propres enfants qui me tournaient autour comme des loups, attendant que la vieille tombe. La voix de Sophie s'est faite plus aiguë. Tu le regretteras. Qui va s'occuper de toi quand tu seras toute seule dans un minuscule appartement, quand tu tomberas et que personne ne sera là pour te relever? Je me suis appuyé sur ma canne et je l'ai regardé droit dans les yeux. Mieux vaut tomber seul avec dignité que de se tenir debout entouré de chacals. Pour la première fois, mon fils a semblé déstabilisé. Pas seulement en colère, mais déstabilisé. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. La combativité a quitté sa posture, remplacée par quelque chose de plus laid. La peur. La peur d'avoir perdu la seule chose qu'il pensait garantie. J'ai pris ma valise, mon manteau soigneusement drapé dessus, et je me suis dirigé vers la porte. « Maman » a-t-il appelé derrière moi, sa voix se brisant de désespoir. « Tu ne peux pas simplement tourner le dos à la famille. » Je me suis arrêté, la main sur la poignée de la porte. L'air était lourd, le silence pesant. Puis j'ai tourné la tête juste assez pour qu'il voie mon visage. « La famille ne se moque pas de la femme qui lui a donné la vie. » ai-je dit doucement. « La famille ne compte pas les jours jusqu'à sa mort. Vous avez cessé d'être une famille le jour où vous avez choisi la cupidité plutôt que l'amour. Maintenant, vous pouvez vivre avec rien d'autre que le son de vos propres rires résonnant à vos oreilles. » Et sur ce, j'ai ouvert la porte et je suis sorti. L'air de la nuit était frais, vif, et pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. La maison qui avait été à la fois un trésor et un fardeau n'était plus la mienne. Et les chaînes que mes enfants avaient essayé de m'enrouler autour non plus. Je n'ai pas laissé d'adresse. Je n'ai pas laissé d'explication. Sur la table de la cuisine, j'ai placé une seule note pliée. Ne m'attendez pas. Je suis parti vivre.
En descendant la rue, ma canne tapant un rythme régulier, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des décennies. Les lampadaires brillaient au-dessus de moi, me guidant vers l'avant. Et chaque pas m'éloignait un peu plus de leur cruauté. Je ne fuyais pas, je marchais vers moi-même. Ils se sont rassemblés comme des vautours dans l'étude de Maître Bernard une semaine plus tard. Mon fils, sa femme, même les petits-enfants, tous bien habillés, prétendant qu'il s'agissait d'une affaire solennelle. Mais je connaissais la vérité. Ils ne me pleuraient pas. Ils salivaient. Je n'étais pas là, bien sûr. C'était là toute la beauté de la chose. J'étais à des kilomètres de là, dans une petite ville côtière, sirotant une tisane sur une terrasse qui sentait le sel et la liberté. Mais Maître Bernard m'avait promis qu'il lirait mes mots exactement comme je les avais écrits, et je lui faisais confiance. Il m'a plus tard décrit la scène avec force détail. Mon fils était adossé à sa chaise, les bras croisés avec l'assurance suffisante d'un homme certain d'être sur le point d'hériter. Sophie était assise en avant, les yeux vifs, en train de redécorer mentalement sa maison. Les petits-enfants étaient agités, tapant des pieds, attendant le moment où leurs parents annonceraient ce que grand-mère nous a laissé. Maître Bernard s'est raclé la gorge, ajustant ses lunettes. « Merci à tous d'être venus. Je vais aller droit au but. Madame Dubois a finalisé son plan successoral. » Sophie s'est penchée, ses lèvres esquissant un sourire. La maison, a poursuivi Maître Bernard, a été vendue. Silence. Pendant un instant, personne n'a bougé. Puis la voix de Sophie s'est brisée comme du verre. Vendue? Que voulez-vous dire par vendue? Cela signifie, a dit Maître Bernard d'un ton égal, qu'elle ne fait plus partie de cette succession. Elle a été légalement transférée à de nouveaux propriétaires. Le produit de la vente a été placé dans une fiducie privée. Aucun de vous n'est bénéficiaire. La pièce a explosé. Mon fils s'est levé d'un bond, ses poings s'abattant sur le bureau. C'est impossible. Elle ne peut pas faire ça sans nous le dire. Elle le pouvait, a répondu calmement Maître Bernard. Et elle l'a fait. Le visage de Sophie est devenu cramoisi. C'est une fraude. Nous allons contester. Nous allons traîner ça en justice jusqu'à ce que nous obtenions ce qui nous revient. Maître Bernard a fait glisser un épais dossier sur le bureau. Vous êtes libre d'essayer. Mais ces documents rendent la succession inattaquable. La fiducie est sécurisée, les actifs transférés. Il n'y a rien que vous puissiez contester. Puis il a sorti l'enveloppe. Ma lettre, ma voix. Cependant, a-t-il dit, votre mère vous a laissé quelque chose, un message. Il a déplié le papier lentement, laissant le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il tremble presque de rage. Et puis il a lu « Vous avez dit que je ne tiendrais pas l'année. Vous vous êtes moqué de ma canne, de mes pas, de ma force. Vous avez ri de la femme qui vous a porté, qui vous a nourri, qui a tout sacrifié pour que vous puissiez vivre la vie que vous tenez maintenant pour acquise. Vous avez parlé de ma maison comme si elle était déjà la vôtre. Vous avez oublié une chose. Je ne suis pas parti, pas encore. Et tant que je serai en vie, je ne me laisserai pas dépouiller de ma dignité par ceux-là, même qui auraient dû la protéger. » Sophie s'est agitée sur son siège, la mâchoire serrée, ses ongles s'enfonçant dans la coudoir. Mon fils a murmuré sous son souffle, son visage devenant pâle. Maître Bernard a continué, sa voix stable. « Vous n'hériterez de rien. Ni de la maison, ni des économies, ni des souvenirs de famille. Ceux-ci sont déjà promis, placés entre des mains qui les honoreront. Ce qu'il vous reste, c'est le souvenir de votre cruauté. J'espère que dans le silence de cette maison que vous convoitiez tant, vous entendrez votre propre rire vous revenir en écho. Puisse-t-il vous tenir compagnie, puisque mon amour ne le fera plus. » Quand Maître Bernard a levé les yeux, la pièce était silencieuse. Puis la tempête a éclaté. Mon fils a juré, renversant sa chaise. Elle a perdu la raison. Elle a été manipulée. Sophie a hurlé, sa voix stridente. « Nous allons poursuivre en justice. Nous ferons annuler tout ça. Elle ne peut pas déshériter sa propre famille. » Mais Maître Bernard n'a pas scié. Elle le pouvait et elle l'a fait. Les petits-enfants semblaient déconcertés, regardant d'un parent à l'autre, réalisant pour la première fois que la faiblesse de grand-mère s'était transformée en un pouvoir auquel aucun d'eux ne s'attendait.
Maître Bernard m'a dit plus tard que lorsqu'ils ont finalement quitté son bureau en trombe, ils n'ont laissé derrière eux que l'odeur amère de la défaite. Et moi, j'étais assise à des centaines de kilomètres de là. La lettre que j'avais écrite encore fraîche dans mon esprit, une tasse de tisane me réchauffant les mains. J'ai souri en imaginant leur visage. Rage, choc, incrédulité. Pour une fois, ils ne riaient pas. Le lendemain matin, après que Maître Bernard eut lu ma lettre, je me suis assise sur la terrasse de mon nouveau petit appartement, écoutant les mouettes tournoyer au-dessus de la mer. L'air sentait le sel et la liberté. Et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir respirer. La maison que j'avais laissée derrière moi n'était plus la mienne. Mais c'était le but. Je n'étais plus enchaîné à des murs où les chuchotements de la cupidité résonnaient plus fort que l'amour. Je n'étais plus piégé à une table où ma canne était une blague au lieu d'un symbole de survie. Ici, dans ce petit endroit près de la côte, j'étais simplement redevenu mari. Pas le fardeau, pas la vieille femme qui ne tiendra pas l'année, juste moi-même. J'ai rejoint un club de peinture local, où personne ne se souciait que je marche lentement. J'ai partagé des cafés avec des voisins qui écoutaient sans lever les yeux au ciel. Même ma canne, autrefois moquée, est devenue quelque chose de différent. Un rythme régulier contre les planches de la terrasse, la preuve que j'étais toujours debout. Je pensais souvent à mon mari. Je l'imaginais souriant, fier que je n'ai pas baissé la tête et accepté l'humiliation, fier que j'ai choisi la dignité plutôt que le silence. À ceux qui m'ont trahi, je n'ai laissé que l'écho de leur cruauté. À moi-même, j'ai laissé la paix. Et à vous qui écoutez maintenant, ne laissez jamais personne écrire votre fin avant vous. Vous tenez toujours le stylo. Alors dites-moi, d'où regardez-vous ce soir? J'aimerais beaucoup le savoir. Parce que de là où je suis assise, avec les vagues qui roulent et l'horizon grand ouvert, je peux vous dire ceci. La vie ne se termine pas quand les autres décident qu'elle le devrait. Elle recommence au moment où vous décidez de la reprendre en main.